En juillet 1945, lors de la conférence de Potsdam près de Berlin, les « trois grands » se réunissent pour décider du sort de l'Europe d'après-guerre. Joseph Staline arrive en représentant l'Union soviétique. Le nouveau président américain Harry Truman participe à son tout premier sommet international majeur. Puis Winston Churchill entrejette un regard à Truman, et l'expression de son visage est claire de la déception, presque du dégoût. Churchill avait travaillé pendant des années avec Franklin Roosevelt. Ils avaient formé une véritable amitié, un partenariat qui avait remporté la Seconde Guerre mondiale. Ils s'étaient rencontrés 9 fois pendant la guerre, avaient passé des semaines ensemble, échangé près de 2000 messages. Roosevelt était de l'égal de Churchill, riche, éduqué, charismatique, maître stratège qui comprenait la politique mondiale. Et maintenant Roosevelt était mort, remplacé par un chapelier raté du Missouri, qui n'était jamais allé à l'université, n'avait jamais voyagé en dehors de l'Amérique du Nord et n'avait jamais exercé de fonction exécutive. Churchill regarda Harry Truman et vit un politicien de petite ville complètement dépassé. Il ne se montra pas subtil. Churchill décrivit plus tard Truman comme un petit homme modeste n'ayant que des raisons d'être modeste. C'était la version polie qu'il donna en public. En privé, ses propos étaient bien pires. Et Truman savait exactement ce que Churchill pensait de lui. Ce mépris, ce rejet, cette certitude absolue que Truman échouerait, façonnèrent tout ce qui suivit. Car Truman n'oubliait jamais une insulte. Et il passa les 7 années suivantes à prouver que Winston Churchill s'était trompé, même si cela signifiait ébranler l'alliance anglo-américaine qui avait gagné la guerre. Commençons par leur première rencontre à Potsdam, car ce fut un désastre dès le début. Truman était président depuis 3 mois seulement. Il apprenait encore comment exercer sa fonction. Il n'avait jamais rencontré Staline ou Churchill en personne. Il avait à peine été informé des accords complexes que Roosevelt avait conclus avec ses 2 dirigeants. Il arrivait à la conférence diplomatique la plus importante de l'histoire totalement non préparé. Churchill le savait. Tout le monde le savait. La question était de savoir si Churchill l'aiderait à rattraper son retard ou s'il exploiterait l'inexpérience de Truman au profit de la Grande-Bretagne. Churchill choisit la seconde option. Avant même le début de la conférence, Churchill tenta de manipuler Truman. Il lui envoya des messages suggérant qu'ils se rencontrent en privé avant de voir Staline afin de coordonner leurs positions et de présenter un front uni. Cela semblait raisonnable, mais c'était en réalité un piège. Churchill voulait enfermer Truman dans le soutien aux positions britanniques avant que Truman ne comprenne pleinement ce que ces positions impliquaient. Truman vit clair dans son jeu. Ses conseillers l'avaient averti que Churchill essaierait d'exploiter l'inexpérience qu'avait eue Roosevelt, puis Truman face à lui. Truman refusa donc la rencontre privée. Il insista pour que toutes les discussions se déroulent avec Staline présent, où tout serait enregistré officiellement. Churchill fut furieux. Il avait l'habitude de gérer Roosevelt grâce à leurs relations personnelles. Roosevelt écoutait les arguments éloquents de Churchill, se laissait influencer par leur amitié, et soutenait souvent les positions britanniques, même lorsqu'elles entraient en conflit avec les intérêts américains. Truman n'allait pas jouer à ce jeu. Leur première rencontre en face-à-face fut glaciale. Churchill tenta sa routine habituelle. La grande rhétorique, les références historiques, l'appel aux valeurs anglo-américaines communes. Truman écouta poliment, puis alla droit au but que voulait précisément Churchill et pourquoi l'Amérique devrait-elle le soutenir. Churchill n'était pas habitué à cela. Roosevelt adorait les discours de Churchill. Il appréciait le spectacle, l'esprit, l'éducation classique qui transparaissait. Truman trouva cela pénible. C'était un homme simple du Midwest qui valorisait la franchise plutôt que l'éloquence. Le style de Churchill qui avait charmé Roosevelt irrita Truman. Le mépris fut mutuel et immédiat. Churchill pensait que Truman était un provincial ignare qui ne comprenait rien aux subtilités de la politique européenne. Truman pensait que Churchill était un impérialiste pompeux qui tentait de manipuler l'Amérique pour protéger l'Empire britannique. Ils avaient tous deux partiellement raison. Le véritable affrontement eut lieu au sujet de la Pologne. C'était la question cruciale à Potsdam.
Staline avait installé un gouvernement communiste en Pologne, malgré sa promesse d'organiser des élections libres à Yalta. Churchill voulait que Truman se joigne à lui pour exiger que Staline respecte ses engagements. Cela aurait dû être simple, l'Amérique et la Grande-Bretagne unies contre l'expansion soviétique. Mais Truman se méfiait des motivations de Churchill. La Grande-Bretagne ne se souciait pas seulement de la démocratie polonaise. Elle voulait maintenir un équilibre des forces en Europe avec la Pologne comme État tampon. Churchill demandait à l'Amérique de risquer un conflit potentiel avec l'Union soviétique pour servir les intérêts stratégiques britanniques. Truman n'était pas prêt à sacrifier des vies américaines pour la géopolitique britannique. Il s'opposa à Staline au sujet de la Pologne, mais pas aussi fermement que Churchill le souhaitait. Churchill en fut consterné. Il y vit une faiblesse, un échec, la preuve que Truman ne comprenait pas ce qui était en jeu. Churchill tenta de contourner Truman. Il approcha les conseillers de Truman, essayant de les convaincre de faire pression sur le président pour qu'il adopte une ligne plus dure. C'était incroyablement insultant. Imaginez un dirigeant étranger tentant de manipuler votre propre équipe contre vous. Truman l'apprit et entra dans une colère noire. Toute possibilité d'une relation de travail entre eux mourut à cet instant. Puis, Churchill aggrava encore la situation. Pendant la conférence, il prononça un discours sur l'importance de l'alliance anglo-américaine, sur les valeurs et le destin commun de la Grande-Bretagne et de l'Amérique, sur la nécessité de se tenir ensemble face à la tyrannie. C'était du Churchill pur, une rhétorique magistrale, un poids historique immense, un discours réellement émouvant. Sauf que Churchill le prononça en reconnaissant à peine l'existence de Truman. Il parla constamment de Roosevelt. Il évoqua leur amitié, leur correspondance, leur vision commune. Il montra clairement que Roosevelt avait été un véritable partenaire, alors que Truman ne faisait que tenir sa place par intérim. Truman resta assis, écoutant Churchill prononcer pratiquement un éloge funèbre du président qu'il avait remplacé, décrivant Roosevelt comme un géant et laissant entendre que Truman n'était pas capable de lui succéder. C'était humiliant et délibéré. Churchill voulait que Truman comprenne quelle était sa place. Truman sourit, applaudit poliment et décida à cet instant précis que Winston Churchill n'était pas quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance ou qu'il accepterait d'accommoder. La conférence de Potsdam fut interrompue par les élections britanniques. Churchill partit faire campagne convaincu qu'il gagnerait. Au lieu de cela, le peuple britannique le renvoya avec une défaite écrasante. Clement Attlee du Parti travailliste devint Premier ministre. Churchill revint à Potsdam, non pas en Premier ministre, mais en politicien défait, en train de faire ses valises. La réaction de Truman fut révélatrice. Il se montra gracieux envers Churchill en public, mais en privé il était ravi. L'arrogance de Churchill reposait sur son pouvoir. Désormais, Churchill n'avait plus ni pouvoir, ni la relation personnelle avec Roosevelt qui l'avait rendu influent. Il n'était plus qu'un opposant politique parmi d'autres. Attlee était plus facile à gérer. Il était direct, pragmatique, moins obsédé par la grande stratégie et plus concentré sur les problèmes immédiats du Royaume-Uni. Truman pouvait travailler avec Attlee, mais les dégâts causés aux relations anglo-américaines étaient faits. Le mépris de Churchill à l'égard de Truman avait convaincu ce dernier que la Grande-Bretagne considérait l'Amérique comme un partenaire subalterne à manipuler et non comme un allié égal. Et Truman était déterminé à prouver que les États-Unis suivraient leur propre voie, peu importe ce que voulait Londres. Cela se manifesta de manière la plus spectaculaire dans la question des armes atomiques. Truman prit la décision d'utiliser la bombe atomique contre le Japon sans consulter la Grande-Bretagne. Bien que la Grande-Bretagne eût été partenaire dans le développement de la bombe, Churchill, encore Premier ministre, lorsque Hiroshima fut bombardée, la prit par les annonces publiques comme tout le monde. Churchill fut outré. Il existait des accords prévoyant une prise de décision conjointe sur les armes nucléaires. Truman les ignora. Ce n'était pas seulement une question concernant le Japon, c'était un message clair: l'Amérique possède la bombe. L'Amérique décidera comment l'utiliser. L'opinion britannique est sans importance.
Après avoir perdu les élections et être revenu dans l'opposition, Churchill commença à dénoncer l'expansion soviétique. En mars 1946, il prononça son célèbre discours du rideau de fer au Westminster College, dans le Missouri, l'état natal de Truman. Truman était dans le public. Churchill déclara qu'un rideau de fer était descendu sur l'Europe, séparant le monde libre des territoires dominés par les soviétiques. Le discours était puissant et prémonitoire. Churchill avait raison sur les intentions soviétiques, mais la réaction de Truman était plus complexe. En public, il loua le discours. En privé, il était irrité, car Churchill tentait de refaire ce qu'il avait essayé à Potsdam, manipuler la politique étrangère américaine au service des intérêts britanniques. Churchill voulait que l'Amérique s'engage à défendre l'Europe de l'Ouest contre l'expansion soviétique. Cela permettrait à la Grande-Bretagne de conserver son statut de grande puissance sans se ruiner en dépenses militaires. Churchill demandait en réalité à l'Amérique de garantir la sécurité européenne afin que la Grande-Bretagne n'ait pas à le faire. Truman le comprit parfaitement. Il finirait par s'engager dans la défense de l'Europe de l'Ouest via l'OTAN et le plan Marshall, mais il le ferait aux conditions américaines pour des raisons américaines et certainement pas parce que Winston Churchill le demandait. Et il veilla à ce que Churchill ne reçoive aucun crédit pour avoir influencé cette décision. Il existe une question plus profonde liée à la classe sociale et aux origines qui empoisonna la relation entre Truman et Churchill. Churchill était né dans l'aristocratie. Son père était un homme politique important. Il avait fréquenté des écoles d'élite. Il avait reçu une commission dans la cavalerie. Il avait passé sa jeunesse comme correspondant de guerre et aventurier. Il s'attendait naturellement à être traité différemment en raison de son origine et de ses accomplissements. Truman, lui, était né dans une ferme. Son père était un marchand de bétail qui fit faillite. Truman n'avait pas les moyens d'aller à l'université. Il travailla comme employé de banque puis fermier. Son commerce de chapelier échoua. Il entra en politique par le biais d'une machine corrompue. Tout ce que Truman avait accompli venait d'un travail acharné et d'une habileté politique patiemment acquise, non d'un avantage hérité. Churchill regardait Truman et voyait un homme issu d'une classe inférieure qui, selon lui, n'avait pas sa place à la table des véritables hommes d'État. Truman regardait Churchill et voyait un aristocrate privilégié qui n'avait jamais eu à lutter pour quoi que ce soit. Aucun des deux ne respectait le chemin qui avait mené l'autre au pouvoir. Ce ressentiment de classe façonna toutes leurs relations. Churchill faisait des références classiques ou citait des figures historiques pour exhiber son éducation. Truman lui répondait avec un bon sens brut du Missouri, rejetant implicitement l'érudition de Churchill comme une simple démonstration théâtrale inutile. Ils parlaient des langages différents et aucun n'avait l'intention d'apprendre celui de l'autre. Le point de rupture survint au sujet de l'Inde et du colonialisme britannique. Truman considérait que le colonialisme était moralement condamnable et pratiquement dépassé. Churchill, lui, était un impérialiste convaincu qui avait un jour déclaré qu'il n'était pas devenu Premier ministre pour superviser la liquidation de l'Empire britannique. Lorsque l'Inde réclama son indépendance après la guerre, Truman la soutint. Churchill en fut horrifié. Il tenta de convaincre Truman que l'indépendance indienne serait une catastrophe. Les Indiens n'étaient pas prêts à se gouverner eux-mêmes, le sous-continent sombrerait dans le chaos et la Grande-Bretagne avait le devoir de maintenir l'ordre. C'était du paternalisme colonial classique déguisé en souci pour les peuples colonisés. Truman n'y crut pas un instant. Il dit clairement à Churchill que l'âge des empires était révolu, que les peuples avaient droit à l'autodétermination et que l'Amérique soutiendrait les mouvements indépendantistes. Churchill réagit avec une colère à peine dissimulée. Comment cet Américain provincial osait-il lui faire la leçon sur l'Empire et la civilisation? Lorsque l'Inde obtint son indépendance en 1947, la partition provoqua des violences horribles entre hindous et musulmans. Des millions de personnes furent déplacées, des centaines de milliers moururent. Churchill y vit la preuve qu'il avait toujours eu raison. Truman
aurait pu répondre en soulignant que des siècles de domination coloniale britannique avaient créé les conditions mêmes qui conduisirent à ces violences, mais il n'en prit même pas la peine. Il considérait déjà Churchill comme politiquement insignifiant. Churchill passa les années suivantes à tenter de restaurer son influence sur l'Amérique. Il courtisa les successeurs de Truman. Il écrivit des histoires de la Seconde Guerre mondiale qui mettaient en avant son partenariat avec Roosevelt et ne mentionnaient presque pas Truman. Il prononça des discours sur la relation spéciale entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais sa relation avec Truman ne guérit jamais. Lorsque Churchill prit finalement sa retraite en 1955, Truman lui envoya un message de félicitations polies. Rien de chaleureux, rien de personnel, juste le minimum requis par la courtoisie diplomatique. Des années plus tard, après que les deux hommes eurent quitté leurs fonctions, quelqu'un demanda à Truman ce qu'il pensait de Churchill. La réponse de Truman fut révélatrice. Churchill avait été un grand dirigeant en temps de guerre, dit-il, mais il n'avait jamais compris que la guerre avait tout changé. Il voulait revenir au XIXe siècle, à une époque où la Grande-Bretagne dirigeait un quart du monde et où l'Amérique soutenait l'Empire britannique. « Je n'allais pas laisser cela arriver », conclut Truman. Voilà ce qui constituait réellement le cœur de leur conflit. Churchill représentait l'ancien ordre mondial, les empires européens, la politique d'équilibre des puissances, le leadership aristocratique, la Grande-Bretagne en hégémon mondial. Truman représentait le nouvel ordre, la domination américaine, l'anticolonialisme, un leadership démocratique, la résolution pratique des problèmes, plutôt que les grandes stratégies théoriques. Churchill savait que son monde mourrait. Il voyait en Truman le symbole de cette mort et le détestait pour cela. L'ironie, c'est que Churchill se trompait sur Truman dans presque tous les domaines. Il pensait que Truman serait faible. Pourtant, Truman prit certaines des décisions les plus difficiles de toute l'histoire américaine. Il pensait que Truman ne comprenait pas la politique étrangère. Pourtant, Truman reconstruisit l'Europe, contint l'expansion soviétique et établit le cadre qui permit à l'Occident de gagner la guerre froide. Il pensait que Truman échouerait. Mais Truman devint l'un des présidents les plus déterminants du XXe siècle. Churchill ne pouvait pas admettre qu'il s'était trompé. Cela aurait exigé de reconnaître que la naissance et l'éducation ne produisent pas automatiquement un leadership supérieur, que le bon sens et la détermination peuvent égaler l'érudition classique et les discours éloquents, qu'un chapelier raté du Missouri pouvait être un meilleur dirigeant qu'un aristocrate formé à Harrow et Sandhurst. Le mépris de Churchill pour Truman révélait ses propres limites. Il était brillant mais aveugle au changement du monde. Il avait gagné la guerre, mais il ne sut jamais s'adapter à la paix. C'était un grand homme piégé dans une vision du monde devenue obsolète. La réaction de Truman face au mépris de Churchill révéla ses forces. Il n'avait pas besoin de l'approbation de Churchill. Il se moquait de ce que les aristocrates britanniques pensèrent de lui. Il avait un travail à accomplir, et il comptait le faire à sa manière. Si cela signifiait ignorer les conseils de Churchill et rejeter les tentatives britanniques de manipuler la politique américaine, qu'il en soit ainsi. La relation spéciale entre la Grande-Bretagne et les États-Unis survécut malgré l'antipathie réciproque de Truman et de Churchill. Mais elle survécut aux conditions américaines, avec la Grande-Bretagne reléguée au rang de partenaire secondaire, exactement le contraire de ce que Churchill désirait. Il existe ici une leçon plus large sur le leadership et le respect. Churchill supposait que Truman échouerait parce que ce dernier n'avait pas ses antécédents ni ses titres. C'est une erreur que les puissants commettent constamment, confondre titres et compétences, origine sociale et jugement, éloquence et sagesse. Truman prouva que rien de cela n'importait autant que le caractère, la détermination et la capacité de prendre des décisions difficiles. Il n'avait aucune éducation classique, mais il lisait l'histoire avec avidité et apprit d'elle. Il n'avait aucune expérience diplomatique, mais il comprenait le pouvoir et savait s'en servir. Il n'avait pas le vernis aristocratique, mais il avait l'intégrité et le bon sens. Churchill ne comprit jamais cela même à la fin de sa vie.
Il croyait que Truman avait été le mauvais choix, que la mort de Roosevelt avait été une catastrophe pour les relations anglo-américaines. Il écrivit des récits historiques qui minimisaient le rôle de Truman et mettaient en avant son propre partenariat avec Roosevelt. Mais l'histoire a été plus clémente envers Truman qu'elle ne le fut envers Churchill. Les historiens reconnaissent aujourd'hui que la présidence de Truman fut transformative. La doctrine Truman, le plan Marshall, l'OTAN, la déségrégation de l'armée, la reconnaissance d'Israël, la fermeté face à Staline, la politique de contentement de l'expansion soviétique. Ce furent des réalisations immenses qui façonnèrent le monde pendant des décennies. Les années d'après-guerre de Churchill, en revanche, furent marquées par l'échec. Il ne put empêcher l'indépendance de l'Inde. Il ne put maintenir l'Empire britannique. Il ne put restaurer le statut de grande puissance du Royaume-Uni. Il ne put influencer la politique étrangère américaine comme il l'avait fait avec Roosevelt. Son second mandat comme Premier ministre de 1951 à 1955 accomplit peu de choses, alors qu'il avait raison. L'aristocrate convaincu que l'Américain provincial échouerait, ou l'Américain provincial qui prouvait l'aristocrate complètement dans l'erreur. La réponse est évidente, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi Churchill se trompait à ce point. Ce n'était pas seulement de la préjugée, bien que cela ait joué un rôle. C'était plus profond. Churchill ne pouvait pas imaginer qu'une personne différente de lui puisse réussir. Toute sa vision du monde reposait sur l'idée que certains milieux, certaines éducations, certaines expériences préparaient au leadership, tandis que d'autres ne le faisaient pas. Le succès de Truman détruisit cette vision. Il prouva que le leadership vient du caractère, non des titres, que des gens ordinaires peuvent prendre des décisions extraordinaires, que la démocratie fonctionne réellement même lorsqu'elle élève au pouvoir des personnes que les aristocrates considèrent comme inférieures. L'insulte de Churchill, sa certitude que Truman échouerait, devint la motivation de Truman. Chaque fois que Truman prit une décision difficile, chaque fois qu'il fut critiqué, chaque fois que quelqu'un douta de sa capacité à gouverner, il se souvenait du mépris de Churchill, et il prouvait encore et encore que Churchill s'était trompé. Voilà la véritable histoire derrière la certitude de Churchill. Ce n'est pas parce qu'il avait une intuition particulière, mais parce qu'il ne pouvait pas imaginer un monde où des hommes comme Truman réussissaient. Et lorsque Truman réussit malgré tout, Churchill ne put jamais admettre qu'il avait eu tort. Il réécrivit l'histoire pour minimiser Truman et mettre en avant sa propre importance. Mais l'histoire se moque bien de ce que Churchill pensait. Les faits sont clairs, Truman a réussi. La prédiction de Churchill a échoué, et l'insulte que Truman n'oublia jamais devint le moteur d'une des présidences les plus conséquentes de l'histoire américaine. Parfois, la meilleure revanche, c'est la réussite. Et Harry Truman passa 7 années à prouver qu'un petit homme modeste du Missouri n'avait en réalité rien de modeste.